Bonjour les terriens et bienvenue dans ce 21e journal de l'espace. Aujourd'hui, l'actualité porte sur la future toute première station spatiale privée. Nous irons ensuite redécouvrir le télescope Spitzer qui vient de terminer sa mission. Après cela, comme la semaine dernière, je vous propose les brèves spatiales, un format plus court pour ne rien rater des avancées de la conquête spatiale. Et enfin, pour terminer ce journal de l'espace, le traditionnel Le saviez-vous, cette fois sur les étoiles. C'est parti, je vous souhaite un bon voyage dans l'espace. Et on commence avec l'entreprise Axiom Space qui va construire la première station spatiale privée du monde. Après 6 mois de réflexion, la NASA a annoncé le lundi 27 janvier dernier que l'entreprise Axiom Space avait été choisie pour créer de nouveaux modules habitables privés à destination de notre station spatiale internationale. En effet, Axiom Space est un fabricant et fournisseur américain de stations spatiales basé à Houston, au Texas, qui prévoit de construire et d'exploiter la première station spatiale privée du monde. Pour rappel, l'ISS, notre station spatiale internationale, est quant à elle issue d'un programme commun entre 5 agences spatiales, la NASA pour les États-Unis, Roscosmos pour la Russie, l'AJAXA pour le Japon, l'ESA pour l'Europe et le CSA pour le Canada. Le premier module de l'entreprise Axiom Space devrait s'arrimer à la Station spatiale internationale en 2024. Il sera rattaché sur l'avant de l'ISS et sera composé d'un laboratoire de recherche, d'un espace habitable pour l'équipage, d'un observatoire, et plus tard d'une plateforme d'alimentation en énergie autonome. Cette nouvelle plateforme commerciale augmentera considérablement le volume utilisable et habitable de l'ISS, se fait si dite l'entreprise Axiom. Le projet portera sur une durée de 5 ans, prolongeable 2 ans. Lancée en 1998, l'ISS devait durer à l'origine jusqu'en 2020. Elle a ensuite été prolongée jusqu'en 2024, mais pourrait finalement être maintenue jusqu'à la fin de cette décennie. Son entretien coûte 3 à 4 milliards de dollars par an à la NASA, qui cherche donc à la rentabiliser avec des projets privés qui sont de plus en plus sollicités. L'implication du secteur privé sur l'ISS se remarque déjà lors des opérations de ravitaillement, avec l'entreprise SpaceX et sa capsule de fret Dragon, et prochainement dans l'acheminement des équipages avec la version habitée de cette même capsule. L'entreprise Boeing sera aussi de la partie avec sa capsule de transport d'astronautes Starliner. Concernant l'ISS, une fois sa mise hors service actée, l'entreprise Axiom Space pourra alors connecter sa dernière plateforme d'alimentation et détacher tous ses modules de l'ISS pour constituer sa propre station spatiale autonome et en proposer l'accès à des fins de recherche privées ou encore à des touristes fortunés. Le travail d'Axiom pour développer une station privée dans l'espace est une étape cruciale pour la NASA afin de répondre à ses besoins à long terme de formation d'astronautes, de recherche scientifique et de démonstration technologique en orbite terrestre basse, a déclaré Jim Bridenstine, l'administrateur de la NASA. En effet, les agences spatiales auront forcément besoin d'une nouvelle station de recherche pour continuer leurs expériences dans l'espace afin de préparer les futures missions spatiales une fois que l'ISS aura été mise hors service. Cela pourrait être très rentable pour l'entreprise Axiom, qui obtiendrait à ce moment-là le monopole de cette activité lucrative. Nous ne sommes d'ailleurs peut-être plus si loin d'un futur hôtel dans l'espace. Nous continuons ce journal avec le télescope Spitzer, dont la mission vient de se terminer. Ce télescope spatial d'observation de l'univers a été lancé le 25 août 2003 et n'a été officiellement baptisé Spitzer Space Telescope qu'en décembre 2003, en hommage à l'astronome américain Lyman Spitzer, qui, en 1946, expliqua l'avantage qu'il y aurait à envoyer des télescopes dans l'espace. Le télescope Spitzer fait partie du programme des grands observatoires de la NASA, qui regroupe 4 télescopes spatiaux géants avec Hubble, qui observe dans le visible et l'ultraviolet, Chandra pour les rayons X, et Compton Gamma Ray pour les rayonnements gamma et rayons X, qui a d'ailleurs été désorbité en l'an 2000. Doté d'un miroir principal de 85 cm, Spitzer était consacré à l'observation dans l'infrarouge, une longueur d'onde invisible pour nos yeux, mais qui donne des informations précieuses grâce au froid ou à la chaleur dégagée par ce qu'il observe, le tout sans être gêné par les nuages des poussières cosmiques. Pendant ces 17 années de service, Spitzer a aidé les scientifiques dans de nombreux domaines. On peut citer l'étude de l'évolution des galaxies, le repérage et l'analyse des comètes ou des astéroïdes, la caractérisation des exoplanètes, ou encore la composition des gaz de poussière interstellaire. C'est d'ailleurs ce télescope qui a confirmé la découverte de la première exoplanète dans la zone habitable de son étoile repérée en janvier dernier par le télescope TESS. Pour fonctionner correctement, Spitzer était refroidi à environ moins 265 degrés Celsius par de l'hélium liquide afin que ses capteurs soient pleinement efficaces. Une fois ces réserves épuisées, c'est-à-dire en 2009, Spitzer a continué à fournir aux scientifiques de nombreuses informations et clichés
mais ses capacités d'observation étaient diminuées à certaines longueurs d'onde, et son efficacité grandement diminuée. De plus, Spitzer n'est pas en orbite autour de la Terre, mais tourne autour du Soleil. Il n'est donc pas possible de le ravitailler, le réparer ou le récupérer. Après 17 années à s'éloigner de notre planète, notre télescope est aujourd'hui à 254 millions de kilomètres de nous. S'ajoutant à cela l'âge de la machine, le peu de carburant restant et le fait qu'il soit sujet à des pannes, la décision a été prise de le mettre hors service. Cet arrêt du télescope arrive plus tardivement que prévu, son remplaçant potentiel, le James Webb Space Telescope, se faisant désirer. Il ne sera prêt qu'au milieu de l'année prochaine. Le 30 janvier dernier, la NASA a donc envoyé sa dernière commande au télescope spatial Spitzer pour lui ordonner de cesser ses activités, de purger ses réservoirs, puis d'éteindre ses instruments et de vider ses batteries. Il dérivera alors comme n'importe quel débris en orbite autour de notre Soleil, triste fin pour ce télescope géant. Passons maintenant au format court du journal de l'espace, les brèves spatiales. Tout d'abord, direction l'orbite basse avec le projet Starlink. Le 29 janvier dernier, SpaceX a achevé son deuxième lancement Starlink de l'année, c'est au total le quatrième pour ce projet, mettant encore une fois en orbite 60 nouveaux appareils pour son service d'internet par satellite mondial. La fusée Falcon 9 de SpaceX a décollé depuis la base de Cap Canaveral en Floride et a ensuite déployé le satellite sur une orbite terrestre basse de 302 km environ une heure après le décollage. Les 60 satellites seront d'abord testés à cette altitude afin que ce défectueux retombe rapidement et se consume dans l'atmosphère terrestre au bout de quelques mois. Après les vérifications, SpaceX les fera s'élever sur leur orbite opérationnelle à 550 km d'altitude. Cela fait donc un total de 242 satellites envoyés depuis l'année dernière pour le projet Starlink, sachant que cette constellation doit comptabiliser au total 12 000 appareils. Après le lancement, SpaceX a ensuite fait réatterrir son lanceur Falcon 9, comme d'habitude, avec succès. Cette réussite technologique étant en train de devenir une véritable routine pour l'entreprise. On notera néanmoins que ce lanceur, qui a déjà effectué 3 décollages, commence à fatiguer et que cet atterrissage a tout de même fait souffrir les pieds de l'appareil. Encore chez SpaceX, parlons rapidement d'un test cette fois pour le projet Starship. Toujours la semaine dernière, le 28 janvier dernier, SpaceX a effectué un test de résistance cryogénique dans ses installations de Boca Chica au Texas pour son projet de vaisseau spatial Starship. Un réservoir de 9 mètres a été rempli d'azote liquide et mis sous pression jusqu'à ce qu'il éclate, afin de vérifier si la marge de sécurité concernant sa résistance était suffisante pour les prochaines étapes. D'après Elon Musk, le fondateur de SpaceX, l'objectif est rempli. Ces images spectaculaires nous rappellent également celles de novembre dernier, où l'entreprise avait eu la mauvaise surprise de voir exploser son prototype Starship Mk1. Pour terminer ces brèves spatiales de manière lumineuse, concentrons-nous cette fois sur le Soleil. Le 10 février prochain, une mission conjointe de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, et de la NASA, doit faire décoller de Floride la sonde Solar Orbiter pour nous permettre d'étudier un peu plus notre Soleil. Je ne manquerai pas de vous préparer un article sur le sujet la semaine prochaine. Cet appareil va rejoindre la sonde américaine Parker Solar Probe, qui orbite déjà notre Soleil depuis plus d'1 an et vient de battre un record en passant au plus proche de notre étoile à 18,6 millions de kilomètres à la vitesse exceptionnelle de 393 000 km/h. Le 29 janvier dernier, un nouveau télescope terrestre a capturé des images de notre étoile avec la plus haute résolution jamais saisie. Cette incroyable précision permet notamment d'apercevoir de nouveaux détails sur la surface du Soleil, qui présente une structure granuleuse et dorée. Ce que l'on voit, ce sont les cellules de convection qui constituent sa surface. Elles mesurent plus ou moins 1000 km de diamètre et sont en perpétuelle évolution. Ce sont tout simplement les gaz qui proviennent de l'intérieur de notre Soleil et qui remontent à sa surface qui lui donnent cet aspect. Le télescope ayant permis ces observations a été conçu pour mieux comprendre le fonctionnement du Soleil afin d'observer ses éruptions solaires et de mieux prévoir les tempêtes destructrices qui en résultent. En effet, mieux comprendre le Soleil, c'est nous donner les moyens de disposer d'une météo spatiale plus précise afin de prendre avec de l'avance les précautions qui s'imposent en cas de tempête solaire importante. Celles-ci pouvant causer des dérèglements sur nos satellites, nos GPS, nos télécommunications, ou même aller jusqu'à provoquer des pannes sur les réseaux électriques au sol. Et pour finir ce journal de l'espace, le saviez-vous, il y a autant d'étoiles dans l'univers que de grains de sable sur la Terre. Pour arriver à ce résultat certes discutable, les chercheurs se sont simplement mis à les compter. Commençons par les étoiles. Voici une vue de la Voie lactée, qui est notre galaxie, dans laquelle se trouve notre tout petit système solaire, qui comprend, je le rappelle, les planètes que nous connaissons bien, et notre étoile, le Soleil.
Et notre galaxie, des étoiles, elle en contient environ 300 milliards, soit un 3 et 11 zéros derrière. Il faut savoir que des galaxies dans l'univers, il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. Voici une photo prise par le télescope Hubble dont je parlais dans un précédent article. Cet appareil visait alors une minuscule partie de l'espace autour de nous, et dessus, on y trouve déjà plusieurs milliers de galaxies. Les scientifiques estiment qu'il y aurait autour de nous, dans l'univers, plusieurs centaines de milliards de galaxies, soit encore une fois 3 par 10 puissance 11, dans lesquelles on considère que le nombre d'étoiles par galaxie est à peu près constant. Nous obtenons alors par multiplication le chiffre approximatif de 10 puissance 23 étoiles dans tout l'univers, c'est-à-dire un 1 suivi de 23 zéros derrière. Ça n'est juste même pas imaginable pour notre cerveau humain. Retournons maintenant sur Terre et intéressons-nous aux grains de sable. Là encore, le résultat sera lui aussi discutable, mais nous donne déjà une bonne approximation. Dans un mètre cube, il y a environ 100 milliards de grains de sable, donc 10 puissance 11. Et des mètres cubes de sable sur notre planète, en prenant en compte toutes les plages, les côtes, les déserts et leur profondeur estimée, eh bien il y en a beaucoup aussi. On estime le volume de sable sur la Terre à 1000 milliards de mètres cubes, soit 10 puissance 12. Le reste du calcul est assez simple, 1000 milliards de mètres cubes, avec 100 milliards de grains de sable par mètre cube, nous obtenons 10 puissance 23 grains de sable sur Terre, donc là encore, un 1 et 23 zéros derrière. Cela dépasse entendement, mais nous pouvons maintenant confirmer le propos de départ, il y a autant d'étoiles dans l'univers que de grains de sable sur la Terre. Merci d'être allé jusqu'au bout de la vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et un petit commentaire, c'est très important et ça m'aide à faire grandir le journal de l'espace. Je vous retrouve la semaine prochaine, salut les terriens!